Non mais... C'est mis en visiteur, restez pas là, je peux pas vous aider aujourd'hui. On est en plein travaux d'agrandissement dans la réserve et c'est vraiment la pagaille, vraiment. Attendez 2 minutes. Oh les gars, stop, j'ai besoin d'un... Attendez, j'ai besoin d'un peu de calme pour parler à... Je reviens, bougez pas. Bon, oui je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de film dans la réserve. Je vous avoue que c'est un peu le chantier, hein. Je sais pas ce que... Vous pourrez peut-être parler d'autre chose que d'un film? Je sais pas. Est-ce que vous connaissez le manga Vinland Saga? Je l'ai lu il y a pas longtemps. Et asseyez-vous, on va en parler 2 minutes parce que c'est vraiment passionnant. Peut-être un peu plus que 2 minutes, cela dit, parce que je peux difficilement parler des choses en seulement 2 minutes. Vinland Saga est un manga de Makoto Yukimura qui a été lancé en 2005 après avoir été prépublié dans le journal spécialisé Weekly Shonen Magazine. Au Japon, c'est un circuit assez classique pour les mangas. On y suit les aventures de Thorfinn, un jeune guerrier scandinave particulièrement doué, mais dont le présent semble cacher un sombre passé. Étrangement, il sert dans l'équipage d'un navire dont le capitaine a tué son père, avec l'espoir de pouvoir le venger un jour. Ce capitaine nommé Askeladd est parfaitement au courant, et pourtant ça ne semble pas du tout le déranger. Avouez que c'est plutôt intriguant. Cette petite histoire semble se placer dans la grande puisque de nombreuses références y sont faites. On est au début du XIe siècle, entre la Scandinavie, les comptoirs scandinaves en Islande et les îles britanniques qui subissent les assauts permanents des Vikings depuis déjà un moment. Et j'avais peur. Oui, bon, j'avais vraiment peur. Parce qu'en fait, des mangas, j'en ai lu quelques-uns dans ma vie, et je vous avoue que la plupart du temps, eh bien, je n'accroche pas, je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire, dans la manière de la raconter. Ensuite, les quelques fois où j'ai vu des mangas tenter de parler d'histoire, ça a été horrible. Horrible! Enfin, je veux dire, ça a été pire que le niveau en histoire des programmes populaires de la télévision américaine, et pourtant les dieux m'en sont témoins, c'est déjà pas terrible. Par exemple, les quelques trucs historiques sur les Vikings dans One Piece, je ne résiste pas, je vais vous faire la lecture. Les Vikings, ces êtres d'une cruauté sans borne, sont apparus en Scandinavie voilà plus de 1000 ans, et ils ont semé la terreur dans de nombreux pays. Apparemment, ils ont eux-mêmes choisi de s'appeler les Vikings, mais on ignore pourquoi. Le seul moyen de le savoir serait de retourner 1000 ans en arrière et de leur demander de vive voix. Les Vikings étaient vraiment des êtres terrifiants. Par exemple, lorsqu'ils arrivaient dans un village, ils commençaient par saccager toutes les maisons et tous les bateaux, et ils n'éprouvaient aucun remords à massacrer des gens sans défense pour s'emparer des vivres et des objets de valeur. Une fois leur tâche accomplie, ils mettaient le feu à tous les bâtiments avant de repartir chez eux. Ça fait vraiment froid dans le dos. Agro-grou. Mais non, c'est moi qui ai rajouté le agro-grou. Même Assassin's Creed Valhalla n'avait pas réussi à faire aussi cliché. Oh, quoique... Bref, j'ai mis très longtemps à lire Vinland Saga, et bon sang, quelle surprise! Parlons un peu de tout ça. Pour commencer, un petit rappel. Je vais vous parler à la fois des Vikings et des Scandinaves, mais ce n'est absolument pas la même chose. Les Scandinaves, c'est le peuple de Scandinavie, c'est-à-dire grossièrement le Danemark, la Suède et la Norvège actuelle. Les Vikings, ce sont les Scandinaves qui ont spécifiquement choisi de partir loin de chez eux pour faire du commerce, explorer de nouvelles terres ou trouver des richesses en faisant la bagarre. Retenez donc, ces mis en visiteurs, que le mot scandinave désigne l'ensemble des peuples de Scandinavie, lorsque être viking, c'est juste une activité. Alors d'habitude je fais une partie sur chaque protagoniste, c'est-à-dire d'un côté les Saxons et de l'autre les Vikings dans ce cas-là, mais en fait force est de constater qu'ils sont un petit peu semblables. Et là normalement, vous vous dites... Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Sur ces périodes, les équipements européens sont très proches, très semblables. Et à part quelques spécificités, ils se ressemblent énormément. Vinland Saga a très bien compris ça, et mieux. L'auteur fait même des blagues dessus puisqu'on a des combattants qui sont un peu paumés, ils se retrouvent par hasard, ils commencent à discuter avant de se rendre compte un peu tard qu'ils ne sont pas du tout dans le même camp. Parce qu'à cette époque, les Saxons et les Vikings c'est une histoire qui dure depuis déjà un moment, et les populations dans les îles britanniques s'hybrident progressivement par endroits entre Saxons et Vikings. Il n'est donc absolument pas délirant de voir des combattants qui se ressemblent, sont habillés de la même façon, parlent à peu près la même langue, mais ne sont pas du tout dans le même camp. Parlons tout de même un peu des Vikings puisque ce sont les personnages centraux du récit. On va commencer par mettre une évidence en avant, tout n'est pas parfait, loin de là. Mais beaucoup de choses sont appréciables et même très appréciables. En premier lieu, la plupart des infos données dans le manga entre les chapitres de l'histoire sont plutôt justes. Ensuite, on y voit autant de phases de vikings au combat dans des situations de raid que dans leur famille restée au pays, des situations de vie civile. Et la merveilleuse surprise pour mon petit cœur tout mou, on trouve des vêtements propres, variés et soignés.
Des maisons recherchées, propres aussi et bien tenues, de la vaisselle, des meubles et de jolis décors sur tout ça, en fonction des personnages, des broderies, des peintures, des tissus à motifs, des sculptures. Toute la richesse, la variété, la subtilité des sociétés scandinaves de cette période. On y voit aussi beaucoup de tâches de la vie courante, cuisine, entretien des bateaux, rapports de voisinage ou de commerce, la question de l'esclavage ou de la politique aussi, tout en subtilité au service du récit. Alors, comment vous dire que j'ai pris une énorme claque tant je ne m'attendais pas du tout à ça. Et dès les premiers épisodes. Le propos de fond évolue particulièrement tout au long de la série d'ailleurs, avec une grande réflexion sur le caractère violent traditionnellement associé aux Vikings et aux sociétés scandinaves médiévales. Bref, l'incroyable et merveilleuse surprise d'une profondeur de propos complètement inattendue. Bon allez, on va se calmer un peu et en parler de ce qui ne va vraiment pas dans le manga. En ouvrant des pages au hasard, on remarque très vite des choses ici ou là qui coincent un peu. Par exemple, régulièrement, on voit des personnages boire dans des cornes. Comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, eh bien ce n'est pas si fréquent, et boire dans des cornes, c'est pour des occasions très spéciales. On voit souvent aussi des personnages avec de la fourrure bien apparente, mais pour ce qu'on en sait à l'heure actuelle, la fourrure utilitaire était portée à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Tout simplement parce que ça tient plus chaud et que l'isolation est meilleure. Globalement, les armées sont trop armurées. Quasiment tout le monde porte de la cotte de maille, alors que beaucoup à l'époque ne se battaient qu'avec une tenue civile, parfois avec un casque en plus. Il aurait pu exister des vêtements rembourrés qu'on appelle des gambisons, mais c'est une supposition. Les cottes de maille existaient bel et bien, mais cela reste un produit que seuls les plus aisés pouvaient se payer. On notera tout de même que les cottes de maille du manga, si elles sont trop nombreuses, eh bien elles sont quand même parfaitement justes historiquement. Certains casques saxons sont parfois trop petits ou inspirés de modèles carolingiens, c'est-à-dire un peu français de l'époque. Ah bah oui, je sais que je chipote à fond là, mais je sais pas comment vous dire que c'est compliqué de trouver des choses vraiment problématiques dans Vinland Saga. Et c'est là un peu où je veux en venir, c'est que toutes les choses qui sont discutables sont surtout de l'ordre du détail, des choses qui ne sont pas un crime de lèse-histoire absolument terrible et ne trahissent pas la période. Pire que ça, quand l'auteur fait des choses qui sont clairement décalées, cela finit toujours par s'expliquer. Par exemple, ce personnage-là, Askeladd, il a très clairement une armure gréco-romaine qu'on appelle sans surprise une cuirasse musclée. Bah c'est parce que c'est en forme de gros torse musclé quoi. Toujours la grosse originalité hein, sur ce matériel. Et pour le coup, ce genre de cuirasse est bien plus ancienne que la période du manga. De quelques siècles, c'est vous dire. Mais il y a une explication assez tard dans la série qui est constitutive du personnage. En la lisant, j'ai trouvé que c'était vraiment audacieux en termes d'historicité, mais acceptable dans le cadre du personnage. Alors je vais pas vous spoiler, c'est dans le tome 6 ou 7, donc je ne vous en dis pas plus. On pourrait ensuite reprocher plein de micro-détails. La forme de certains casques qui manquent de précision, certaines coupes de vêtements qui ont des détails qu'on ne connaît pas, parfois les chaussures qui sont discutables. Mais on parle vraiment de bricoles, de détails, et pour un élément comme ça, on en a 50 qui sont plutôt cohérents. Et je pèse mes mots, je vous avoue que pour une première approche de la période, je pense que ce manga c'est vraiment le feu. Il y a tellement de bonnes choses. Ce serait difficile de vous faire la liste entière. On y croise autant des guerriers assoiffés de guerre que d'autres qui en sont lassés, des civils qui veulent vivre en paix, des jeunes qui rêvent de gloire sans rien y connaître, des explorateurs qui pensent à un ailleurs, des commerçants... Des personnages variés en fait, et qui semblent présenter un bon équilibre de ce que devaient être les sociétés du XIe siècle en Scandinavie ou dans les îles britanniques. Et malgré les arrangements, en lisant Vinland Saga, vous aurez une assez bonne idée de l'état d'esprit de la période, des différents équilibres entre les factions, des costumes et équipements, des types de vêtements. Je crois que ce que j'ai trouvé le plus perturbant en termes de justesse, ce sont les Jomsvikings. Dans le manga, c'est une troupe de mercenaires légendaires, très forts, qui portent tous la même tenue, contrairement au reste des armées de Vinland Saga. Parce qu'à cette époque, les uniformes n'existent pas vraiment, et dans une même armée, vous pouvez avoir des combattants qui ont des équipements totalement différents. Bah du coup oui, une troupe uniforme ça semble pas très cohérent. Mais en y réfléchissant 2 minutes, cette troupe est semi-légendaire. On a encore des doutes sur son existence historique. Quoi de mieux pour les différencier du reste des Vikings que de les coller dans une sorte de proto-uniforme et en faire des personnages au visage casqué, caché, impersonnel. Là encore en termes de symbolique, Makoto Yukimura tape juste et très fort. Parce que pour cette époque, une troupe semi-mythique de guerriers de légende, si elle avait débarqué de cette manière, elle aurait complètement fait l'effet de sa légende. Vous l'avez noté, le manga s'appelle Vinland Saga. Le Vinland, c'est le nom donné par les Vikings au territoire qu'ils explorèrent en Amérique du Nord, sur la côte. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le mot saga, parce qu'il a son importance. À l'heure actuelle, plusieurs sagas scandinaves nous sont parvenus. Il s'agit de récits semi-légendaires, c'est-à-dire qui se placent dans la réalité, et une réalité qui subit parfois une modification irréaliste. Un peu dans la même idée que le genre fantastique dans la littérature classique. Intervention des dieux, héros qui réalisent des exploits surhumains, créatures ou objets magiques, etc.
Le récit raconte les aventures d'un ou plusieurs personnages, en embellissant considérablement les choses. Au fil des siècles, énormément d'études ont été faites sur les sagas scandinaves, de manière à essayer d'en séparer la réalité, le récit et le légendaire, parce qu'en fait certaines choses ne sont toujours pas très claires. Ajoutons en plus de cela que les auteurs de sagas, comme les enlumineurs du Moyen-Âge d'ailleurs, n'avaient pas toujours les modèles de leurs récits sous la main. Alors parfois, ils complétaient les trous avec une licence poétique ou un truc héroïque pour faire bien. Alors certes, pour revenir au manga, dans la réalité un personnage comme Thorkel, assez fort pour manier un tronc d'arbre au combat, il serait absolument irréaliste. Mais dans le cadre d'une saga, eh bien on pourrait tout à fait le croiser. Et c'est là où Vinland Saga est très fort. On a une base réaliste, assez proche de l'histoire malgré quelques aménagements, et un développement fantastique par endroits qui ressemble énormément à l'équilibre des vraies sagas scandinaves. Sur les scènes de vie courante, il y a très peu d'éloignement avec la réalité, comme si le personnage de l'auteur, qui raconte l'histoire, avait vécu ces parties de vie courante pour les dépeindre de manière à peu près normale, mais aurait juste entendu parler des récits de guerriers lointains, enjolivés et améliorés, et aurait choisi de les retranscrire comme ça. Et si ces exagérations sont complètement dans les codes du manga classique, leur équilibre, la manière de les amener, ça c'est de la pure saga historique. Et croyez-moi, ça m'a vraiment impressionné. Cela m'a impressionné, pourquoi ? Parce que pour moi on frôle la perfection de ce que devrait être une production historique moderne tout public. Oui, je n'hésite pas à le dire, oui. Vinland Saga réussit à marier subtilement références historiques, tradition du manga, plaisir des exagérations, le tout dans un récit tout à fait moderne. Il prend beaucoup de liberté, mais ne trahit jamais son support, il ne trahit jamais sa période, il ne trahit jamais l'histoire. J'avais eu exactement le même sentiment avec Assassin's Creed Odyssey, la justesse de l'équilibre entre les impératifs du jeu vidéo d'un côté, les bonnes références à la période de l'autre, et assez de talent pour remplir les espaces en étant créatif et mythologique. Il y a une réflexion que je me suis faite en lisant Vinland Saga, c'est que j'avais l'impression que de vrais vikings de l'époque des vikings auraient adoré peut-être entendre cette histoire. De la même façon que nous on aime la lire. C'est un peu comme un récit qui serait suffisamment bien manié, suffisamment fin pour devenir quasiment intemporel. Même s'il faut faire attention avec ce genre d'affirmation, parce que cela reste une interpolation qui vient de mon impression sur le manga. Mais je suis vraiment content de pouvoir vous en parler aujourd'hui parce que c'est un très bel exemple de quelque chose que j'évoque régulièrement. Ça ne coûte pas plus cher de bien faire. Vinland Saga connaît un grand succès populaire, avec plusieurs millions de tomes vendus, plusieurs prix et une adaptation en animé. Tout comme Odyssey d'ailleurs, plus de 10 millions de jeux vendus et un des meilleurs lancements de la franchise selon Ubisoft qui possède et produit la licence Assassin's Creed. Régulièrement, je rappelle qu'on n'a pas besoin de faire 100% historique sur une production moderne inspirée de l'histoire. Ce n'est pas toujours utile, ce n'est pas toujours intéressant, et parfois cela fait appel à des codes compliqués à comprendre. Mais on ne remplace pas un extrême par un autre. Et faire du 0% historique pour accoucher d'une œuvre qui n'a aucun sens, à part nous tartiner de mensonges un peu nuls et de personnages grossiers bourrins faciles, ça n'a pas plus d'intérêt. Et sur les vikings, malheureusement, eh bien c'est trop souvent le cas. Et c'est là que Vinland Saga devient une bouffée d'oxygène complètement bienvenue. Vinland Saga ou Assassin's Creed Odyssey, ce sont pour moi des preuves brillantes que l'on peut marier correctement l'histoire et la modernité, des considérations actuelles et de bonnes références historiques, sans trahir personne. Sans trahir l'état d'esprit de la période, mais sans trahir non plus ses joueurs ou ses lecteurs. Une très belle manière de réécrire l'histoire de manière accessible, sans clichés abusifs, sans grossièreté, sans mettre de côté la tendance ou le fun. Bref, d'habitude je le dis, mais ces exemples nous permettent de le confirmer, la médiocrité n'est pas une fatalité.